très heureuse de vous retrouver pour la quotidienne du 8 novembre. Aujourd'hui, on mettra quelques paniers en compagnie de notre invitée, Caroline Turin. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes coach assistante pour le Nyon Basket féminin et on ira dans un lieu que vous connaissez bien. Du basket, on passera au théâtre avec la pièce Boris revient. On en parlera avec le metteur en scène. Et tout de suite, on retrouve Alexandre, mesdames et messieurs, Alexandre Caporal, qui est lui aussi en train de mettre quelques paniers du côté de la maison de basket Ami. Alexandre, salut, comment vas-tu ? Salut Andrea. Ben oui, effectivement, tu as raison de dire que Caroline Turin connaît bien cette maison du basket ici à Ami. Alors, on va visiter ensemble la nouvelle exposition sur les sneakers, justement, les baskets du basket. Donc, à tout à l'heure. Caroline, cette exposition, vous l'avez déjà vue ? Pas encore. Je dois y aller. En avant-première sur NRTV, on va la vivre ensemble, cette découverte, c'est génial. Pour l'instant, on ouvre une page d'actualité. Samedi dernier, le syndic de la ville de Nyon a réagi en exclusivité sur notre plateau. Il avoue vivre la plus grande crise depuis son arrivée à la municipalité de Nyon. Au sein de l'administration communale, plusieurs tensions, notamment entre le chef de service des ressources et relations humaines et le secrétaire municipal sont connues. Du mobbing est suspecté et les autorités ont chargé un ancien juge cantonal pour faire la lumière sur cette affaire. Le rapport vient d'être rendu à l'exécutif. Alors j'aimerais aujourd'hui connaître votre sentiment, votre état d'esprit. Est-ce que c'est la plus grande crise que vous ayez vécue ? Oui, sans conteste. Depuis que je suis à la municipalité de Nyon, c'est une situation assez irrationnelle. Difficile, on a eu d'autres difficultés, on a eu d'autres problèmes, on a eu d'autres contrariétés, des échecs. Mais là, c'est une situation qui est particulièrement difficile parce que il en va de relations humaines où on constate que des gens sont en souffrance et qu'on n'a pas des solutions immédiates pour remédier à ça. Donc, on a un peu un sentiment d'impuissance, même si on est dans l'action. L'enquête est menée par quelqu'un qui va interroger de nombreuses personnes pour se faire une idée de la situation et examiner est-ce qu'il y a des fautes. Est-ce qu'il y a des fautes graves? Est-ce qu'il y a des fautes qui mériteraient une révocation? Ça veut dire un licenciement. Dans le cas précis, ce que je peux vous dire, c'est que les premières conclusions que nous avons pu analyser nous permettent de dire qu'il n'y a pas de raison de licencier une personne, qu'il n'y a pas de mobbing, qu'il n'y a pas de harcèlement, qu'il n'y a aucun élément pénal. Définitive à ce stade? C'est les recommandations de l'enquêteur et la municipalité n'a pas vraiment de raison objective de s'éloigner des recommandations de l'enquêteur. Comment est-ce que ces personnes qui ont été entendues par le juge ont été choisies? Vous me dites plusieurs personnes. De qui est-ce qu'il s'agit? Alors d'abord, nous n'avons pas demandé que l'enquête soit dirigée spécialement contre une ou autre personne. On a constaté des dysfonctionnements. Donc on a dit à l'enquêteur, voilà, il y a des dysfonctionnements. Il y a un conflit entre des personnes et c'est à vous de mener l'enquête et de décider qui vous voulez interviewer. Les personnes ont évidemment été entendues et elles ont pu dire « moi j'aimerais que telle autre personne puisse s'exprimer ». Donc au total, une vingtaine de personnes ont été entendues par l'enquêteur qui s'est fait une opinion sur la base de ce qu'il a entendu, mais aussi d'un certain nombre de documents qui lui ont été remis. Concernant le chef de service des ressources humaines, concernant également le secrétaire municipal de la ville de Nyon. Aujourd'hui, on a l'impression que toute cette histoire est cristallisée autour de ces deux pôles, qu'il y a deux clans, une division au sein de la municipalité. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que tout est cristallisé autour de ces deux pôles? Alors c'est clair que quand il y a une situation de conflit, il y a assez souvent une dérive clanique. Ça veut dire que il y a des gens qui vont prendre parti pour l'une ou pour l'autre des personnes. Et effectivement, dans le cas précis, c'est ce qui s'est passé, qu'il y a également des tensions connues entre le chef du service RH et le secrétaire municipal. Il ne nous appartenait pas à nous de dire qui avait raison, qui avait tort. C'est la raison pour laquelle c'est l'ancien juge au tribunal cantonal qui a mené cette enquête et qui a interrogé notamment ces deux personnes. Alors je pense que la population attend qu'il y ait une administration exemplaire. C'est normal. Et une administration exemplaire, c'est une administration où il y a un climat de travail qui est favorable et où il n'y a pas de harcèlement, qu'il n'y a pas d'attaque
contre les gens, qu'il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité personnelle. Je pense que c'est normal que la population attende ça d'une administration et par conséquent de la municipalité. Ce qui n'est pas le cas à présent. Mais encore une fois, sur 550 personnes, il n'est pas impossible, ou c'est même assez probable, qu'il y ait à l'occasion ou dans certaines circonstances des conflits. On doit essayer de les gérer, ces conflits. Et on essaye de les gérer le mieux possible, mais encore une fois, par rapport à une entreprise privée où ça aurait été décidé très vite, là, on a malheureusement un processus qui est beaucoup plus long et qui engendre malheureusement davantage de souffrance. Par rapport au calendrier, quelle sera la suite des événements ? Alors, la municipalité, après avoir pris connaissance de l'entier du rapport, va au cours des prochaines semaines proposer des sanctions. Il y en aura probablement 2. Ce n'est pas encore déterminé, mais sur la base des propositions du juge, il faut savoir que ces personnes auront le droit d'être entendues. Et c'est seulement après les avoir entendues qu'on pourra confirmer d'éventuelles sanctions. Je répète qu'il n'y aura pas de licenciement. Ce n'est pas prévu et pas recommandé par le rapport, mais qu'il y aura un certain nombre d'analyses, d'audits qui seront faits de manière à améliorer les choses au niveau structurel. Une interview réalisée le 6 novembre et à découvrir dans son intégralité sur nos réseaux sociaux et sur le site internet nrtv.ch. Le nouvel office régional de placement a été inauguré vendredi dernier à Gland en présence du président de la Confédération. Après son déménagement de Nyon à Gland et actif depuis une année, l'ORP propose désormais plusieurs innovations et partage ses locaux avec la Caisse cantonale de chômage et une unité commune. C'est une étape importante pour nous puisqu'on inaugure aujourd'hui non seulement un ORP, mais également la réunion de l'ORP, de la Caisse cantonale de chômage, mais aussi d'un nouveau concept qu'on met en place dans le canton de Vaud qui s'appelle des unités communes. Alors c'est des unités et surtout un concept qui existait déjà, qui a été reproduit, on en est au 6e. Mais qu'est-ce qu'il y a de novateur dans celui-ci si finalement c'est un copier-coller ? Ce qui est déjà novateur, c'est le concept de l'unité commune et c'est ce qu'on voulait présenter aujourd'hui. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une approche novatrice en Suisse qui a montré quelles étaient vraiment les plus-values, les intérêts et les avantages à pouvoir prendre en charge des personnes qui sont dépendantes du revenu d'insertion, qui sont à l'aide sociale, mais qui peuvent être accompagnées dans leur recherche d'emploi par ces unités communes qui présentent l'avantage d'avoir un assistant social et un conseiller en placement qui vont encadrer avec un bon suivi très poussé, très approfondi pour permettre à ces personnes de retrouver un emploi le plus vite possible. Le fait que le président de la Confédération se déplace ici, qu'est-ce que ça évoque pour la région ? Lorsqu'on a ouvert ce nouvel espace l'année passée, on a appris après que M. Parmelin serait président cette année, c'est sa région. On s'est dit c'est une opportunité, peut-être qu'il acceptera. Il a accepté de venir inaugurer. Monsieur le Président, merci de nous accorder ces quelques instants. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite ? Alors c'est une visite très intéressante, c'est ce que j'appelle une visite de terrain, concrète. Comment est-ce qu'on cherche à faire en sorte que les gens qui ont un coup dur, qui connaissent un coup dur dans leur vie, puissent être maintenus, si ce n'est pas le cas, mais en tout cas réintégrés le plus rapidement sur le marché du travail et surmonter les difficultés socio-professionnelles qu'ils rencontrent. On vous a vu être curieux durant cette visite, poser des questions. Qu'est-ce que vous avez appris ? J'ai appris, premièrement, qu'il y avait un nouveau concept, qu'il avait été mûrement réfléchi et qu'on s'était inspiré de ce qui se passait dans le canton de Berne. Maintenant, ce qui m'intéresse, naturellement, c'est quand même l'argent public, le SECO qui a validé ce concept, c'est de voir sur le long terme s'il y a des aspects encore à optimiser et puis s'il est vraiment bon sur le plan économique, comme on le démontre, que d'autres cantons s'en inspirent. Le but, Monsieur Lebas, est-ce que c'était d'être efficace ou économique ? Eh bien, c'est les deux. C'est plus efficace parce que les chômeurs trouvent plus rapidement un emploi durable. Et puis sur le plan des deniers publics, de l'argent des Vaudoises et des Vaudois, des Suisses et des Suissesses, eh bien c'est plus efficace parce que ces gens sont moins longtemps à l'assistance et donc ils sont plus autonomes plus rapidement. Un ORP, une caisse de chômage, c'est toujours aussi des environnements qui sont particuliers, parfois sensibles. Comment est-ce qu'on souhaite accueillir les gens ici dans ce domaine-là à Gland ?
Alors, visiblement, vu la visite qu'on vient de faire et vu les aménagements qui sont proposés dans ces locaux, je crois que même dans ce type d'activité, on a compris que c'est l'humain qui doit être au centre des préoccupations. Avant, les collaborateurs, ils en avaient chacun un bureau individuel et ils recevaient les demandeurs d'emploi dans leur bureau. Ça veut dire que vous n'avez pas de cohérence d'un bureau à l'autre, vous avez des différences, tandis qu'ici, finalement, on a scindé ces deux fonctions. Et ça, c'est vraiment une nouvelle façon de faire. Et moi, je pense, j'exagère peut-être un petit peu, c'est un passage du Moyen-Âge au temps moderne. Quelle est la manière de recevoir les gens qui a changé aujourd'hui ici? La manière de recevoir les gens qui changent, c'est de les recevoir comme si on les recevait à la maison, de manière agréable, ouverte, avec de la lumière, avec le sourire. Du coup, les gens se sentent bien accueillis comme une personne qui vient non pas chercher de l'aide, mais quelqu'un qui a droit à l'aide qu'on lui octroie. Et donc, au fond, c'est le respecter. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant dans ce milieu-là. Si on cherche quelqu'un, je vais m'occuper personnellement. Très bien, je n'ai pas perdu ma journée. Et à présent, on passe au basket avec notre invitée Caroline Turin. Ça y est, on peut le dire, vous êtes de retour au Nyon Basket Féminin. Qu'est-ce qui vous a fait revenir ? Des choix un peu personnels. J'étais partie pour des raisons personnelles. Je suis de retour aussi liée à ça. Une envie aussi vraiment de travailler l'arrivée du coach Hakim Salem, avec qui j'ai passé un peu un bout de l'été via le 3-3. On a parlé du projet de Nyon. Moi, j'avais très envie de repartir dans un rôle d'assistante en 5 contre 5. Du coup, c'était le projet idéal dans la ville idéale. Alors, dans la ville idéale, parce que c'est vrai que c'est la ville de votre cœur, mais on va parler un petit peu de votre rôle d'assistante. En quoi est-ce qu'il consiste? Qu'est-ce que ça veut dire? Assistante, j'assiste l'entraîneur principal, un peu dans toutes les tâches, tous les entraînements. C'est lui qui vient avec les idées. On essaye de pas mal discuter du game plan, comment on veut jouer. Je connais aussi bien l'équipe, pas mal de filles, certains avec qui j'ai pu jouer, d'autres que j'ai entraînées dans d'autres endroits. Donc c'était aussi un peu faire le lien avec lui qui arrive aussi de l'étranger, qui connaît moins bien le basket suisse. Mais mon rôle d'assistante, c'est vraiment de le soutenir à l'entraînement et pendant les matchs, et puis d'apporter aussi un plus au niveau des filles. Alors on va parler des objectifs en deuxième partie d'émission, parce que c'est vrai que vous étiez finalement la personne idéale, ancienne joueuse, vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, c'est vrai que vous étiez partie, puisque vous étiez notamment sollicitée en tant que coach de l'équipe féminine nationale. Est-ce que c'est toujours le cas ? De 3 contre 3. J'espère, ça va être décidé ces prochains temps, mais j'ai effectivement, j'avais moins de 23 ans, j'ai eu les seniors là cet été, j'aimerais beaucoup continuer avec ce groupe-là. Avec le 3-3, je pense qu'il y a des projets intéressants à faire, et c'est aussi comme ça qu'on s'est pas mal rencontrés, qu'on a pu beaucoup échanger et discuter avec le coach en place à Nyon. Via le 3-3. Évidemment, on comprend que le basket, c'est toute votre vie, mais finalement, ça permet aussi de faire des ponts entre l'équipe féminine nationale et aujourd'hui notre équipe ici, à Nyon. Est-ce qu'il y a peut-être des ponts qui peuvent être faits? Est-ce que vous voyez que là, il y a des opportunités à prendre? Comment vous voyez ça stratégiquement parlant? Disons que le 3-3, c'est une saison qui a lieu l'été. Donc c'est totalement, on peut faire entraîner en 5-5 l'été en saison et puis être entraîneur national en 3-3. Il y a des filles de Nyon qui font partie des cadres suisses. Ça me plaît aussi de pouvoir retrouver les joueuses, certaines joueuses que je peux avoir en saison l'été. C'est deux niveaux différents aussi, finalement. Est-ce que ça ne permet pas aussi de pousser tout le monde vers le haut? Totalement, c'est deux niveaux différents. Dans toute façon, l'équipe nationale, que ce soit en 3-3 ou en 5-5, de toute façon, c'est nivelé vers le haut. C'est du haut niveau, c'est international. Après, je pense que l'un et l'autre, en plus, se complètent. Je pense que c'est intéressant pour les joueuses de jouer en 3-3 pour devenir meilleures en 5-5. Le projet principal actuellement reste Nyon Basket Féminin. Et puis j'espère vraiment continuer avec les équipes suisses en 3 contre 3. Mais c'est pour l'été prochain, on verra un peu les décisions de la fédération. Ouais, alors on va parler de tes objectifs encore une fois un petit peu plus tard. Je reste encore un petit peu avec vous ici, puisque on l'a dit, le basket c'est toute votre vie. Vous avez été joueuse, on voit que c'est une réelle passion dans vos yeux. Qu'est-ce qui vous anime tant dans le basket ?
Je sais pas qu'est-ce qui m'anime tant, mais c'est vrai que j'ai commencé un peu tard. J'ai commencé à 15 ans à Nyon. Et déjà, je pense le côté collectif. Moi, j'aime beaucoup le sport d'équipe. Puis après, ouais, je suis une vraie passionnée. Je regarde beaucoup de basket. Je suis beaucoup le basket. J'ai tout de suite... Donc en ce moment, la nuit, vous vous réveillez pour regarder certains matchs, j'imagine. Ouais, je suis un peu une couche tard. Je suis plutôt une couche tard à regarder des matchs la nuit. J'ai beaucoup de League Pass, différents League Pass pour regarder différentes ligues. Qu'est-ce qui me plaît? Ouais, le côté un peu spectaculaire, le côté... Enfin, ça bouge, on s'ennuie rarement au basket. Il y a d'autres sports, des fois. J'aime beaucoup le sport, je regarde beaucoup de sport. Ouais. Il y a des fois où je trouve qu'il y a certains sports, on peut un peu s'ennuyer. Au basket, j'ai l'impression qu'il y a toujours des trucs qui se passent. Ouais, moi, ça, c'est dans l'ADN suisse, parce que c'est vrai que quand on voit du basket à l'étranger, c'est du vrai show, hein, le show à l'américaine dans toute sa splendeur. Est-ce que c'est la même chose en Suisse? Non. C'est pas la même chose en Suisse, mais de toute façon, il y a nulle part où c'est le show à l'américaine, la NBA, c'est vraiment un show. Après, il y a une question aussi de niveau de jeu. Il y a une question de basket féminin, basket masculin. On va pas forcément voir du basket féminin si la seule chose qui nous intéresse, c'est de voir des dunks. Mais il y a plein de choses très bien à voir dans le basket féminin. Donc c'est un peu... le côté show va être un peu différent en Europe. Mais c'est quelque chose qui s'apprend aujourd'hui au Nyon Basket Féminin. Est-ce qu'on apprend ce côté du show ou pas du tout? On s'intéresse vraiment aujourd'hui à la valeur sportive? Non, je pense qu'avec l'entraîneur, on aime bien le... Déjà, on est deux entraîneurs, on regarde pas mal de NBA. On a nos équipes, mais on regarde un peu la NBA. On aime bien le beau jeu. Et... Le beau jeu, c'est quoi? C'est quoi vos exemples? Ben, c'est en contre-attaque, c'est des actions, ce qu'on va voir en show à l'américaine. Les équipes ben, ça va être des jolies passes en contre-attaque, des no-look passes, comme on dit, quand on regarde d'un côté, on fait la passe de l'autre côté, derrière le dos, une jolie action de basket, un alley-oop, plus dans le basket masculin, ou féminin, mais sans le dunk. Des belles actions comme ça. L'autre jour, on a joué en coupe contre Grand Saconnet, qui évolue en Ligue B. À un moment donné, à la fin, on a demandé aux filles de faire une action. Ça n'a pas marché. Mais on aime quand même le show. Enfin, on aime les bons moments en match. On est deux coachs qui sont assez expressifs. Ouais. Donc on va vivre les bons moments avec l'équipe. On va vivre à présent cette visite avec vous, Caroline. Oui. On retrouve Alexandre. Vous m'aviez parlé d'ailleurs d'un souvenir qui vous parlait dans cette maison amie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire, cette maison du basket? Si extraordinaire, je ne sais pas, mais bon, c'est quand même le siège de la Fédération internationale. Et puis chaque été, il y a quand même un tournoi 3-3. Et cet été, j'y étais avec justement Hakim, l'entraîneur de Nyon, qui était lui avec la Hollande, moi avec la Suisse. On préparait le TQO ensemble. Donc c'est drôle, c'est des souvenirs d'il n'y a pas si longtemps, mais il y a un petit moment quand même en même temps. Alexandre, je te passe la balle. Hop, je ne sais pas si je mets le panier, si la balle est rentrée. Elle est rentrée chez toi, ça y est? Ouais, dans les paniers derrière moi, exactement. Non, écoute, oui, je suis effectivement donc dans cette maison du basket. Je suis en compagnie de Terren Bullock qui est avec moi. Bonjour Terren. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors merci de nous accueillir ici dans cette maison du basket. Alors ce qu'on voit derrière moi, Andrea, voilà, ce sont les chaussures, les fameuses sneakers ici qui sont exposées dans cette maison du basket. Alors Terren, on va faire un petit tour, mais dites-nous déjà pourquoi cette exposition et comment elle a été faite. Oui, alors cette exposition de sneakers surnommée Stepping Strong, ça montre différentes sneakers de joueurs et de joueuses qui ont laissé leur empreinte sur notre sport du basket. Et elle sera là jusqu'à la fin de l'année. Alors, on va la visiter ensemble. Je change juste la caméra. Andrea, ne bouge pas. Voilà, comme ça, on peut suivre un petit peu plus facilement Terren. Alors, allez-y, je vous suis, Terren. Donc, on commence, je crois, par en fait, les sneakers, finalement, peut-être les plus mythiques de l'exposition. C'est ça, en effet. Ici, on voit des Jordan, des Nike Air Jordan High. Toute cette exposition est faite en collaboration avec un collectionneur, Joachim Dacan, et la moitié des chaussures lui appartient, dont celle-là qu'on voit en premier plan. Alors, collector, pourquoi? Collector, sneakers, c'est maintenant quelque chose en plus de qu'est-ce qu'on porte pour jouer au basket. C'est devenu une culture, une lifestyle. C'est des chaussures qu'on peut porter non seulement pour jouer au basket, mais pour sortir. Et ça se voit maintenant avec ce phénomène qu'on voit partout dans le monde. Alors, elles valent cher, je crois, par exemple, c'est Air Jordan.
Oui, en fait, il y avait dans les nouvelles récemment des Jordan qui ont été vendus pour plus de 2 millions de dollars. Celle-là, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, on a vu ça, je crois que c'était aux États-Unis. D'accord. Et alors, ça retrace aussi l'histoire finalement de ces sneakers, Terren. Qu'est-ce que cette exposition a à nous dire finalement du basket? Allez-y, hein, je vous suis. Oui, en effet, si on regarde celle-là, c'est la première sneaker faite pour le basket, juste une année après que le basket a été inventé. Alors en 1892, et surnommée la Naismith après l'inventeur de notre sport de basket. Alors moi, il y a surtout une paire, ou plutôt une sneaker qui m'a un petit peu marqué, c'est celle qu'on va voir juste ici, celle qui est juste à votre droite, qui est gigantesque. Oui, alors celle-là, elle appartenait à Dikembe Mutombo, un joueur de basket, et c'est du 59. C'est du 59 et c'est surtout un joueur qui a beaucoup fait sur le terrain, mais surtout beaucoup en dehors du terrain et qui a pu montrer le pouvoir du basket pour créer du changement positif au sein du monde. Et c'est ce qu'on essaye de faire au sein de la fondation de la FIBA aussi, avec nos projets Basketball for Good, nos projets sociaux. Alors, du coup, ces sneakers, il y en a pas. Il y en a combien de paires, vous savez, dans cette exposition? Il y a plus que 50 paires. Ici, au milieu, vous voyez les paires que nous pensions sont les plus intéressantes pour les personnes qui viennent visiter. Cela en premier plan, celles de Kobe Bryant, les chaussures qu'il a utilisées aux Jeux Olympiques à Londres en 2012. Donc ça, c'est vraiment des acquisitions du collectionneur avec qui la FIBA a travaillé. Et c'est ça, c'était lui qui possédait toutes ces chaussures? Non, la moitié. Alors la moitié, ça appartient à la FIBA et l'autre appartient à notre collectionneur Joachim avec qui nous avons fait cette exposition. Et oui, là, vous voyez une autre paire de Kobe Bryant et beaucoup de personnes oublient qu'il faisait partie de la famille Adidas avant d'aller vers la famille Nike. Et ça, c'était la dernière paire d'Adidas qui lui appartenait. Alors Terren, on parle beaucoup de chaussures de basketteurs, mais est-ce qu'il y a aussi des chaussures de basketteuses dans cette exposition? Oui, bien sûr. Et ici, juste là, on a la chaussure de Uliana Semyonova, qui est une joueuse un peu moins connue, mais la seule joueuse ou joueur confondu à la FIBA qui n'a jamais perdu le moindre de match en équipe nationale. Alors, c'est une joueuse qu'on aime bien mettre en évidence pour tout ce qu'elle a fait sur le terrain et pour tout ce qu'elle a fait pour le basket mondial. Bon, on va terminer cette petite exposition parce qu'on va pas tout révéler, on va laisser les gens venir à la FIBA pour visiter cette exposition. Mais Terren, puisque vous êtes avec moi, j'ai envie de vous demander, vous avez une paire de sneakers préférées dans cette exposition? C'est difficile à dire. Puisqu'elle est juste là et on ne l'a pas encore vue, peut-être qu'on va parler de celle-là, de Shaquille O'Neal. Pour moi, elle est incroyable. C'est juste incroyable de penser que ça peut appartenir à une personne, à un humain. C'est juste incroyable. C'est quoi la pointure? Ça, c'est du 56. C'est du 56, mais juste à quel point elle est large, cette paire de chaussures. C'est incroyable d'y penser. Eh ben, merci beaucoup, Terren, pour cette visite. Et puis, on se retrouve juste après pour parler un peu plus largement de la Maison du Basket. Merci à vous, Alexandre. Alors, à tout de suite, Andrea. On va aller un petit peu se promener dans cette Maison du Basket. Mais peut-être que Caroline, elle n'a pas vu encore l'exposition, mais peut-être que Caroline a une paire de sneakers fétiches en tête. Alors, on va garder le suspense pour après, hein, Caroline. Vous allez penser à cette paire de baskets énormissime. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais Thierry Piquet, qui dit grande chaussure, dit quoi, vous savez? Dit coup de pied au cul. Coup de pied au cul. Oui, parce que là, on va parler de Vian et quand même, on a une des chansons qu'on utilise dans les spectacles, c'est une bonne paire de claques dans la gueule. Donc, on pourrait chanter un bon coup de pied au cul avec du 56. Ça doit faire mal. Hein. Ça va faire mal, ouais, ça va faire mal. Mesdames et messieurs, Thierry Piquet, metteur en scène de la troupe. Non, plutôt du spectacle Boris revient, joué par la troupe du théâtre amateur de Prangin, à voir du 12 au 27 novembre au Morettes à Prangin. Boris revient, la star aussi, mais Boris Vian, pourquoi? Alors Boris Vian, c'était d'abord ses 100 ans l'année dernière, quand on aurait dû le jouer. On fera donc ses 101 ans cette année, la faute au Covid.
Et j'ai trouvé qu'on n'avait pas beaucoup parlé, en fait, de cet être, je dirais, aux mille facettes. Hein. C'est un écrivain, dramaturge, poète, musicien, compositeur, interprète. Il est aussi ingénieur. Enfin, il a vraiment 1000 casquettes. Il a écrit des romans assez prodigieux. C'est un des maîtres de l'absurde. Il est capable à la fois de créer, d'écrire, sous un nom d'emprunt, j'irai cracher sur vos tombes, et en même temps, de mettre en musique, d'innover, de créer le début du rock français. C'est quand même lui qui met en place... On connaît sous toutes ces casquettes que finalement c'est aussi un vrai personnage, mais au théâtre, qu'est-ce qu'il apporte ? Alors c'est assez fou, là. Il n'a pas énormément d'écriture dramaturgique. Moi, je me suis servi de 2 de ces pièces qu'on trouve dans un petit recueil qui s'appelle Le Serpent, autrement dit presque la naissance du monde avec Adam et Ève, d'une certaine manière, et c'est arrivé du serpent. Je peux difficilement tout vous décrire, mais c'est très drôle. Et puis ensuite de la Fondation de Paris, vue par différentes nations ou touristes, chacun revendiquant la Fondation de Paris, depuis les Russes jusqu'à nous, petits Suisses, qui revendiquons cette fondation-là. Alors pourquoi Paris ? Je ne sais pas, j'imagine, étant parisien quand même, ça devait être quand même sa ville de prédilection, sa ville fétiche. Ouais. Et on peut imaginer que, effectivement, de l'UTS à Paris, il s'est passé plein de choses et que chacun revendique cette création. Très revendicatif, hein, c'est vrai, un discours en tout cas très revendicatif. Un discours très revendicatif, en plus quelques sketchs quand même, dont un qui s'appelle L'Adjudant, où effectivement il va plutôt taper sur l'armée parce qu'il déteste en fait, c'est un révolutionnaire quand même. Vion, contre l'armée, contre la police, contre ces règles comme ça, établies, obligées. Il va se battre quand même là-dessus. C'est vrai qu'on a quelques images du spectacle que vous jouez actuellement, justement, que vous allez jouer avec le théâtre amateur de Prangin. Sur quels aspects de la mise en scène vous avez voulu travailler ensemble ? Alors, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était cette folie de l'absurde, mais entremêlée aux musiques, aux textes et aux chansons de Vion. Ça, c'était très important. Donc, ce n'est pas uniquement l'aspect théâtral. Alors, je vais vous dire, c'est presque une revue, comme c'est écrit et comme je l'ai monté, sauf que ça ne parle pas, voilà, des choses un peu plus courantes d'une revue qui est de notre politique, quoique il y aura quand même Parmelin qui va faire partie difficile de s'en séparer. Difficile de s'en séparer, voilà, absolument, en ce moment. Et donc, c'était cette idée de grand clin d'œil. C'est pas M. Parmelin qu'on voit à l'image, hein, avec des petites feuilles de vigne. Non, ça, c'est Adam et Ève. Et j'ai voulu... Adam et Ève, je me suis dit, mais ce qui est extraordinaire dans Adam et Ève, ça serait des personnages qui sont hors temps. C'est-à-dire que j'ai pris des comédiens qui sont âgés pour jouer sur le mode enfant et de se dire, enfin, Adam et Ève, ça continue, ça se perpétue, il n'y a plus d'âge, quoi. On avance comme ça, toujours dans cette histoire d'Adam et Ève, avec un serpent qui a une pomme et veut toujours refiler cette pomme à Ève. Enfin, voilà. On a envie de croquer dedans. Hein. Dans le spectacle, oui, dans le spectacle, il faut croquer. Non, mais c'est haut en couleur. Même si on ne connaît pas Boris Vian. Ah, même si on ne connaît pas Boris Vian, c'est égal, on le suit complètement. Et puis quand même, il y a des chansons, faut rigoler, comme nous avait chanté Henri Salvador ou comme ça, on les connaît, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là. Voilà, c'est des chansons qui sont hyper entraînantes. C'est un musicien de jazz au départ, un trompettiste, hein, donc il a ce rythme. Et il y a quand même un orchestre, piano, basse et batterie qui accompagne ce spectacle. Donc c'est vraiment très vivant. C'est vivant, ça donne envie. Je vous avoue que je n'ai pas chanté parce que ma maman me dit toujours « Ma fille, s'il y a une chose que Dieu ne t'a pas donnée, c'est la voix. » Donc je vous ai laissé tout seul. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous, Monsieur Thierry Piguet. Le spectacle Boris revient à voir aux Morettes du 12 au 27 novembre. Très belle journée à vous, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et bon basket alors. Merci. On repasse la balle. Vous avez votre basket fétiche, c'est laquelle alors? Ouais, moi c'est la numéro 11, la Jordan. Les connaisseurs sauront, mais c'est la 11, la Bread. La noir 11, et chiffre rouge. fétiche, chiffre porte-bonheur, surtout pour cette saison d'Union Basket Féminin qui a plutôt bien commencé. Oui, plutôt bien commencé. On est content de la pré-saison déjà.
Et puis ensuite, effectivement, du début de saison. Là, il y a la pause internationale qui arrive. On a une semaine de break avec certaines joueuses. On reprend l'entraînement jeudi avec celles qui sont là. Mais c'est vrai que c'est un bon début. Et, tous les matchs ont été gagnés et vous me disiez pourtant que là, c'est là où il va falloir sortir les armes puisqu'il va falloir affronter les 3 meilleures équipes. C'est quoi l'objectif ? L'objectif, de toute façon, quand on se met sur un terrain, c'est de gagner. N'importe quel match, n'importe qui on joue, l'objectif, c'est de gagner. Effectivement, là, on va jouer Helios, Trois-Torrents et Elphick. Donc, on se réjouit. Parce que c'est des bonnes équipes, des équipes que justement on a envie vraiment de jouer contre elles. Et l'objectif, ce sera de gagner chaque match. Maintenant, l'objectif de Nyon cette saison n'est pas de gagner forcément tous les matchs. Sur quels aspects vous allez travailler du coup ? Nous, on est vraiment focus actuellement sur nous. Parce que voilà, on arrive avec un nouveau coach, un nouveau staff. On arrive avec une philosophie de jeu qui est différente de ce qui était en place avant. C'est nouveau pour les filles, c'est beaucoup de changements. Il y a 2 nouvelles étrangères aussi qui sont arrivées. Il faut mettre tout ça en place et ça prend du temps. Quand on parle de nouvelles philosophies, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du basket ? Ça veut dire qu'il y a différents styles de basket. On peut jouer un basket rapide, on peut jouer un basket plutôt offensif, on peut jouer un basket défensif. Et là, vous allez aller vers quoi ? Nous, on est une équipe, on joue en défense. On veut mettre une défense très très dure et puis essayer de donner du rythme vers l'avant. C'est vraiment ça un peu l'état d'esprit. Mais c'est des choses à mettre en place défensivement, à l'entraînement, offensivement aussi, des automatismes à prendre. Et actuellement, l'objectif, c'est de progresser le plus vite possible, le mieux possible, mais à notre rythme. On n'a pas d'objectif réel, si ce n'est continuer à bien travailler et puis voir qu'en match, on est bien, surtout du côté défensif. On sent pourtant la hargne, parce que quand vous dites il faut gagner, c'est que là, on voit que les objectifs vont plus loin. Oui, bah c'est sûr, c'est qu'aussi on est des compétiteurs, les fils, les compétitrices, on a envie sur un terrain, on a envie de gagner. Après, c'est le sport, c'est le basket, et puis on a aussi une équipe jeune, on a aussi une équipe une étrangère aussi qui est jeune, donc faut tout mettre ça en place, progresser, s'entraîner, mais quand on se met sur un terrain, n'importe quel match, contre n'importe qui, l'objectif sera toujours de gagner. Ouais. On entend beaucoup dire Nyon, ville de festival, Nyon avec plusieurs associations sportives, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une réelle ADN du basket, une réelle identité basketique, je vais employer ce mot-là, pour faire l'identité nyonnaise aujourd'hui. Oui, et puis c'est une très bonne chose. De toute façon, je pense que Nyon, c'est une ville de basket. Il y a un passé. Moi, quand j'étais jeune, je suis allée voir à l'époque le BBC Nyon. Qui a un passé de champion suisse, tout ça. Donc les gens, il y a une bonne dynamique. Je pense que le BBC Nyon actuellement et Nyon Basket Féminin, on a une bonne dynamique cette saison. Et effectivement, il faut venir à la salle, il faut venir encourager les filles. Je pense qu'il y a vraiment une bonne dynamique dans les 2 clubs et que si le public vient, il y a vraiment des matchs très chouettes à vivre. Donc c'est évident qu'il y ait une maison du basket à Nyon. On y revient. Ami, pas à Nyon, la maison du basket, mais c'est tout proche. Alexandre. Oui, effectivement. Eh bien, je suis toujours avec Terren, ici. Terren, puisqu'il y a Caroline en plateau, vous me disiez quand même hors caméra que vous suivez attentivement le basket nyonnais. Ah oui, c'est sûr. Les hommes et les femmes. Les femmes qui sont ex-aequo premières pendant cette nouvelle championnat. Et ils font des matchs incroyables. Je crois que la semaine prochaine ou en 2 semaines, ils jouent contre Elphick. Et c'est sûr que je serai présent. Magnifique. Alors, cette maison du basket, on a vu l'exposition temporaire sur les sneakers, justement. Mais la maison du basket, Terren, c'est plus large que ça. Parce que cette exposition, elle est à voir jusqu'à la fin de l'année. Mais tout le reste de l'année, eh bien, il y a ce musée aussi. On voit voilà, derrière nous. C'est quoi ce musée de cette maison du basket ? Oui, alors ce musée montre les traces de notre sport depuis le début, l'invention en 1891, jusqu'à nos jours, jusqu'au présent. Et il y a non seulement un musée, mais c'est aussi le siège de la FIBA, le siège mondial où nous essayons de développer le sport sur un aspect global en collaboration avec nos fédérations nationales, nos 213 membres de la FIBA, mais aussi d'organiser les compétitions internationales. Les plus connus sont les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde du basket, mais aussi, parmi d'autres, beaucoup de compétitions qu'on organise dans chaque continent. Et le rôle de ce musée, de cette maison du basket ici, Ami, c'est quoi ? Ce
c'est de montrer l'histoire de notre sport. Le lifestyle aussi, parce que vous nous disiez avant, le lifestyle du basket, c'est quoi en fait? Oui, alors pour un basketteur, on comprend que le basket est beaucoup plus qu'un sport. Beaucoup de personnes qui ne jouent même pas au basket portent des sneakers qu'on était en train de regarder avant, comprennent que c'est beaucoup plus. C'est un lifestyle, c'est une culture. C'est cette culture basket que tout le monde comprend et c'est une des choses qu'on essaye de montrer au sein de notre musée aussi. Eh ben parfait. C'est quoi qui vous plaît le plus, vous, dans ce lifestyle basket? Ah, lifestyle basket, ça c'est... C'est quoi qui vous a fait travailler dans le milieu du basket? Alors moi, c'est grâce à mon père. Il est venu en Suisse pour finir sa carrière de basketteur. Et c'est là où moi, je suis né un peu dans ce domaine, dans cette passion, que maintenant, de nos jours, j'ai la chance d'y travailler aussi. Vous jouez encore ou pas? Je joue un peu en ligue régionale. Maintenant, je préfère à travailler au sein de ce sport, essayer de le développer, mais toujours en même temps de créer du changement positif autour du monde grâce à notre sport du basket. Voilà, merci beaucoup Terren Bullock, donc qui travaille dans cette maison du basket que je vous invite à venir découvrir ici à Mi, parce que toute l'année, vous l'aurez compris, il y a le musée permanent et puis l'expo sur les sneakers à voir jusqu'à la fin de l'année, Andrea. Merci Alexandre. Et Caroline me disait en plateau que Terren a été très modeste. Très modeste, ils jouent quand même à un niveau où ils ont battu une Ligue B en Coupe Suisse la semaine passée, donc il fait le modeste, mais il joue encore bien le TJ. Ouais. Et en plus, le papa n'est pas n'importe qui. Hein. Et le papa n'est pas n'importe qui, exactement. Bon, merci beaucoup à vous, Caroline, d'avoir été avec nous. Prochaine date, en tout cas, là où il faudra venir soutenir les filles d'Union Basket Féminin. Il y a le 20 novembre, le match dont TJ parlait contre Elphick, ce sera le 28 novembre, dimanche à 16h. Un dimanche à 16h, un 28 novembre, quoi de mieux que de venir dans une salle de basket? Je vois pas. Non. Pas d'excuses à la maison, vous aurez compris, le rendez-vous est pris. Caroline Turin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée. Merci à vous, à la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Hop, vous avez la balle, restez sur NRTV. À bientôt.